RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Le journal. Et l'organisation d'une conférence l'année prochaine sur la crise dans l'Est de la RDC et de la justice. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Très heureuse de vous retrouver pour le compte de cette grande édition vespérale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Au sommaire de ce journal, Corneille Nangaa et ses collaborateurs sanctionnés par les États-Unis et l'Union européenne. Les leaders de l'Alliance Fleuve Congo et ses alliés sont accusés de perpétuer l'instabilité politique et un conflit meurtrier en exacerbant la crise humanitaire dans l'Est de la RDC. L'élection du bureau définitif du Sénat aura lieu le 3 août prochain. Le calendrier a été rendu public au cours de la plénière qui a eu lieu ce vendredi à la Chambre haute du Parlement. Construction du port en eau profonde de Banana, la délégation gouvernementale composée du vice-premier ministre des Transports et du ministre des Finances a rassuré les agents et cadres de l'ONATRA de l'implication de l'exécutif national ainsi que du chef de l'État pour une bonne survie de cette entreprise étatique. C'était au cours d'une assemblée générale tenue ce vendredi à Kinshasa. Merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer. Je l'ai dit tantôt, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain et l'Union européenne ont annoncé de nouvelles sanctions contre Corneille Nangaa, coordonnateur de l'Alliance du fleuve Congo, et plusieurs de ses collaborateurs, Bertrand Bissimois, président de la branche politique du M23, et Charles Sematama, commandant et chef militaire adjoint de Twirwaneho, un groupe armés basés au sud Kivu et affiliés à l'AFC ont été également sanctionnés. Plus de détails dans ce récit de Suzuki Biraoumari. L'ambassade des États-Unis a publié les sanctions du Bureau du contrôle des actifs étrangers, Office of Foreign Asset Control, OFAC, du département des États-Unis qui a imposé des sanctions de l'Alliance Fleuve Congo, AFC, une coalition des groupes armés qui cherche à renverser le gouvernement de la République démocratique du Congo et qui est à l'origine d'instabilité politique. Un conflit violent et de déplacement de la population civile, le membre principal de l'AFC et le mouvement du 23 mars,
M23, un groupe armé sanctionné par l'ONU et les États-Unis qui déstabilise depuis longtemps la province du Nord Kivu en RDC et commet des violations des droits des personnes. L'OFAC vise également des personnes et des entités associées à l'AFC, notamment Bertrand Bissimois, le président du M23, Twirwaneho, un groupe armé affilié à l'AFC dans la province du Sud Kivu en RDC, et Charles Sematama, un commandant et chef militaire adjoint de Twirwaneho. L'action de ce jour renforce l'engagement des États-Unis à demander des comptes à ceux qui cherchent à perpétrer l'instabilité, la violence et les dommages causés aux civils afin d'atteindre leurs objectifs politiques, a déclaré le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson. Il dit, je cite, « Nous condamnons l'AFC et ses affiliés, dont le M23, qui alimente ce conflit meurtrier et exacerbe une crise humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. » À la suite de l'OFAC, l'Union européenne vient encore une fois de manifester son accompagnement aux institutions du gouvernement de la République démocratique du Congo en sanctionnant l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, et ses alliés. Se rendre compte de l'évolution des opérations conjointes des FARDC et UPDF sur terrain et remonter le moral de militaires au front, c'est l'objectif du séjour à Beni, au Nord Kivu, du chef d'état-major de FARDC chargé des opérations, le lieutenant-général Ichalingonza. Il a par la même occasion appelé la population de l'Est à soutenir les FARDC afin de barrer route à l'ennemi. Image et commentaires. Le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations, le lieutenant-général Ichalingonza, a séjourné du 11 au 23 juillet à Beni, au Nord Kivu, pour une mission de travail. Plusieurs activités ont marqué son passage dans cette partie de la République, notamment la réunion bipartite FARDC-UPDF. Au cours de cette réunion, la délégation congolaise et celle de l'Ouganda, conduite par le lieutenant-général Kihianza Muhanga, commandant de la force terrestre UPDF, ont passé au peigne fin les opérations conjointes des FARDC UPDF dénommé Chouja, en cours dans les territoires de Beni et une partie de l'Ituri. Le samedi 13 juillet 2024, le lieutenant-général Ichalingonza s'est entretenu avec les officiers du secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord. Il a à cette occasion transmis les encouragements du président de la République, commandant suprême de FARDC, à ses officiers et aux militaires réunis à la parade pour leur esprit de patriotisme. Il les a encouragés à sauvegarder les relations civiles militaires et à respecter scrupuleusement le droit international humanitaire pendant les opérations. Pour souder le mariage civilo-militaire, le chef d'état-major chargé des opérations a par la suite échangé avec toutes les couches de la population de Beni. Au cours de leur entretien, le lieutenant-général Ichalingonza a salué la bravoure et la résilience de la société civile et de toute la population face à la menace terroriste ADF depuis une dizaine d'années. Il a appelé tout le monde à accompagner les FARDC et les UPDF engagés dans les opérations militaires en cours. De Beni à Mangina, il s'est entretenu avec les autorités politico-administratives. S'en est suivi la visite des lignes du Front Nord afin de rehausser le moral des militaires engagés dans la guerre contre les RDF M23. À Lubero, le chef d'état-major chargé des opérations a échangé avec la société civile et les représentants de toutes les couches de la population. Il les a appelés à soutenir les FARDC pour barrer la route à l'ennemi. Le lieutenant-général Ichalingonza a clôturé sa visite à Butembo, où il a communié avec les caucus de députés du Nord Kivu et la société civile. Vers la solution au problème des embouteillages à Kinshasa, la question était au menu des échanges qu'a eu le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Louko, et l'ambassadrice du Canada. Les deux personnalités ont également parlé de la problématique des enfants soldats recrutés et par les groupes armés dans la partie orientale de la RDC. Les détails dans ce reportage de Nana Bonatumba. Maryse Guilbeault, ambassadrice du Canada en poste à Kinshasa, a informé le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemain Chabani de la compagnie privée canadienne qui développe des types de caméras hors pair avec une intelligence artificielle des dernières technologies. Objectif, d'aider Kinshasa à faire face aux difficultés de la mobilité et assurer la fluidité dans la circulation routière dans la capitale congolaise. Il faut souligner qu'au cours de cette audience, la problématique du recrutement des enfants soldats par les groupes armés dans la partie
partie orientale du pays a été également évoquée par les deux personnalités qui ont par la suite évalué ensemble les nouveaux projets mis sur pied dans le cadre d'encadrement des enfants soldats recrutés très jeunes par des groupes armés. Ainsi, le Canada s'engage à lutter efficacement contre cette pratique qui constitue un crime de guerre, a précisé Maryse Guilbeault. Le Canada a des projets qui vont travailler avec les policiers, avec la police nationale. Et donc, c'était un des sujets que je voulais discuter avec lui. De nouveaux projets aussi qu'on est en train de mettre en œuvre, entre autres, sur la question des enfants soldats, des enfants recrutés très jeunes par des groupes armés. Donc, le Canada veut s'attaquer à cette problématique. Par exemple, la circulation, le trafic, la congestion, et on a un projet commercial qui pourrait aider, contribuer à réduire la congestion. C'est une compagnie privée canadienne qui a développé un type de caméra particulière. Donc, ça va être la technologie, c'est vraiment l'intelligence artificielle dans des caméras de dernière technologie de fine pointe. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, s'emploie à résoudre la question de la fluidité de la circulation routière à Kinshasa et du recrutement par des groupes armés des enfants pour le bien de la population congolaise. Je l'annonçais au sommaire, aucun agent de l'ONATRA ne va perdre son emploi. Cette assurance est du gouvernement congolais qui a été annoncée aux travailleurs de l'Office national du transport ce vendredi 26 juillet au cours de l'Assemblée générale organisée par l'intersyndicale. Ce rassemblement des agents a connu la participation du vice-premier ministre, ministre des Transports, des Enclavements et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba, ainsi que du ministre des Finances, Doudou Famba. Encore une fois, retrouvons Nana Bonatumba et Guillaume Kakwende dans ce reportage rendu par Dieu Merci Diaka. À l'ONATRA, la délégation du gouvernement composée du vice-premier ministre des Transports, des Enclavements et Voies de Communication ainsi que celui des Finances est venue rassurer les agents et cadres de l'Office national des transports réunis en Assemblée générale la détermination du gouvernement et du chef de l'État de s'impliquer pour une bonne survie de l'ONATRA après la réalisation du projet de construction du port en eau profonde de Banana et de la modernisation du port de Matadi. Doudou Famba, ministre des Finances, a réitéré la volonté du gouvernement d'épurer les arriérés des salaires des agents et cadres de l'ONATRA. Il a fait savoir aux agents que leur salaire de 6 mois est déjà débloqué. Pour sa part, Armand Osassé, président intersyndical ONATRA, a signifié à l'Assemblée qu'aucun agent ne perdra son emploi après la modernisation du port de Matadi, comme spéculent certains. Aucun travailleur ne perdra son emploi et la modernisation du port de Matadi, avec comme conséquence l'ONATRA est devenu associé. Donc l'ONATRA fait partie des sociétés qui vont gagner à terme des répartitions des parts des actionnaires. Visiblement, les malentendus entre la partie gouvernementale et syndicale de l'ONATRA est dissipé au sujet des constructions du port en eau profonde de Banana et la modernisation du port de Matadi. Au Kasaï central, le gouverneur de province, Joseph Moïse Kamboulou, a procédé à Kananga à la cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation des données FRAP pour les agents et fonctionnaires de l'État. Cet atelier a connu la participation du secrétaire général de la fonction publique qui séjourne à Kananga pour cette fin. Suivez. C'est le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou Nkonko, qui a procédé au lancement officiel des travaux de cet atelier en présence du vice-gouverneur, du ministre provincial en charge de la fonction publique et des membres des cabinets. Selon François Mateta, secrétaire général à la fonction publique et chef de la délégation, cet atelier vise à certifier les données récoltées lors des 2 précédentes vagues relatives à l'identification biométrique. Mesdames et messieurs les chefs de division, nous osons croire à l'entremise de chefs de division provinciale de la fonction publique chargée des actifs, chaque service a eu à recevoir les fichiers des agents certifiés, réguliers et recensés
qui feront l'objet de la certification lors des présents travaux conformément au calendrier qui vous sera communiqué aujourd'hui. Tout en rendant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'au ministère de la fonction publique pour les réformes entreprises dans les secteurs, le chef de l'exécutif provincial du Kasaï central s'est dit flatté de cette première mission. Messieurs les chefs des divisions, vous allez vous rappeler que lors de notre première rencontre dans cette salle, je vous avais dit que nous sommes là aujourd'hui aux commandes de la province pour un changement de comportement. La réforme veut dire, en d'autres termes, l'abandon total des anciennes pratiques. C'est la salle de réunion du bâtiment administratif qui a servi de cadre à cet atelier qui réunit non seulement les chefs des divisions, mais aussi les chefs des bureaux et représentants syndicaux de l'administration publique en province. Je l'ai également annoncé à l'entame de ce journal, l'élection du bureau définitif du Sénat est fixée au 3 août prochain. Le calendrier de cette élection a été publié au cours de la séance plénière qui a eu lieu ce vendredi 25 juillet à la Chambre haute du Parlement. Ce calendrier prévoit les dépôts des candidatures le lundi 29 juillet prochain, tandis que l'examen et l'affichage de la liste définitive des candidats retenus vont intervenir le 31 du mois en cours. Dieu merci, Diaka. Ces calendriers prévoient les dépôts des candidatures le lundi 29 juillet prochain, tandis que l'examen et l'affichage de la liste définitive des candidats retenus vont intervenir le 31 du mois en cours. Ce calendrier sera affiché et sera aussi transmis par voie électronique. Au cours de cette plénière, les sénateurs ont pris acte de l'arrêt de la Cour constitutionnelle relatif à la conformité à la Constitution du règlement intérieur de cette institution. La Cour constitutionnelle qui a déclaré conforme à la Constitution ces règlements intérieurs a élagué seulement ses articles 153 alinéa 1er et l'article 243. Elle a émis des réserves sur quelques articles, notamment les articles 199, 248, 256 et 259. Les sénateurs Vangou précisent. Nous avons suivi la lecture de l'arrêt de la Cour qui a déclaré conforme les règlements intérieurs qu'on lui a soumis, moyennant quelques réserves sur 4 articles et 2 qui ont été considérés comme étant non conformes, mais l'ensemble du dispositif peut s'appliquer si l'on détache les 2 articles qui sont réputés non conformes à la Constitution. L'actualité, c'est aussi la ville-province de Kinshasa qui vibre au rythme de la publication des résultats de l'examen d'État à 2023-2024. Les lauréats de la province éducationnelle Moamba, satisfaits des résultats, remercient leurs parents pour leur sacrifice et les autorités de leur école pour l'encadrement qui a abouti à leur réussite. Suivez leur réaction dans ce reportage de Elvis Bama. Dans l'effervescence des lauréats de l'examen d'État de la province éducationnelle Moamba édition 2023-2024 ont esquissé des pas de danse en se pourdoyant. Ces lauréats, contents des pourcentages obtenus, jettent des éloges vis-à-vis de leurs parents et encadreurs. Je suis heureux de réussir et d'obtenir mes pourcentages en fait. Cela, ça n'a pas été facile en fait. Pour mes parents, si je leur dis merci, donc, ça ne serait pas suffisant. Parce que si je suis arrivé à ce stade, c'est grâce à eux. Je suis très contente, je suis vraiment très contente de ma réussite. En fait, je fais 69%. Léon Antonio, père préfet du collège Saint-François des Salles de Kingaboua dans la commune de Limité, fier des résultats des élèves. Dieu qui nous a donné la force pour cheminer avec ces jeunes. Pendant 6 ans, ils ont terminé, ils ont eu leur diplôme d'État. C'est la joie. Nous remercions le Seigneur. Nous remercions tous ceux-là qui ont contribué à cette réussite. Quelques échecs ont également été renseignés. Résultat que les parents condamnent et pointent du doigt les élèves qui négligent de prendre au sérieux leurs études. Nous avons étudié, on a remarqué que dans nos époques, il y avait vraiment une grande réussite, mais avec le temps, c'est comme si plus les gens sont en train d'abandonner ce qui est l'essentiel.
étudier, faire des recherches, faire des suivis et autres. C'est alors que le nombre de réussites est en train de baisser. Félicitations pour nos bana, mais mawa pour nos bana. Classe Bazokende, il y a pas un bas comme je suis, bah yébité, j'ai pas, bah yébité. Mais tel est là pour aller français na Congo, et j'appelle tout qui est français parler, tout le bandit français écrit. Il faut signaler que sur les 4 provinces éducationnelles que compte la capitale congolaise, seul Mont-Amba a été publié. Une décision prise par le ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a livré les résultats progressivement en respectant les provinces éducationnelles pour éviter les débordements. Dans un autre chapitre, les mangroves à l'honneur le 26 juillet de chaque année. En cette édition 2024, la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a alerté sur les dangers que courent les mangroves, ces écosystèmes rares et prolifiques à la frontière entre la terre et la mer se retrouvent à Mwanda, dans le Congo central. Un parc marin de mangroves menacé par le braconnage, la déforestation et la pollution par le pétrole. Suzuki Biraoumari. La Journée internationale pour la conservation de l'écosystème des mangroves est célébrée le 26 juillet de chaque année. Les mangroves sont des écosystèmes rares, spectaculaires et prolifiques à la frontière entre la terre et la mer. Ces écosystèmes extraordinaires contribuent au bien-être, à la sécurité alimentaire et la protection des communautés côtières du monde entier. Elles soutiennent une riche biodiversité et fournissent un habitat d'alevinières et de croissance précieux pour les poissons et les crustacés. Les mangroves agissent également comme une forme de défense côtière naturelle contre les ondes des tempêtes, les tsunamis, l'élévation du niveau de la mer et l'érosion. Leurs sols sont des puits de carbone très efficaces, séquestrant de grandes quantités de carbone. Pourtant, les mangroves disparaissent 3 à 5 fois plus vite que les pertes forestières mondiales globales, avec des graves impacts écologiques et socio-économiques. Les estimations actuelles indiquent que la couverture des mangroves a été divisée par 2 au cours de 40 dernières années. Les mangroves sont pourtant en danger. On estime que plus de 3/4 des mangroves dans le monde sont aujourd'hui menacés, ainsi que tous les organismes aquatiques et terrestres qui en dépendent. C'est pourquoi l'UNESCO agit pour protéger ces mangroves ainsi que d'autres précieux écosystèmes de carbone bleu par l'intermédiaire de ces réseaux des réserves de biosphère, de géoparcs mondiaux et de sites patrimoine mondial naturel. La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a alerté sur les menaces de ces écosystèmes à travers l'humanité. En RDC, le parc marin de mangrove est un parc marin de la République démocratique du Congo. Il fut créé en 1992. Il a une superficie de 768 km². Il est situé sur la rive nord de l'embouchure du Congo, à proximité de la localité de Banana et Mwanda, territoire portant le même nom. Et voilà qui nous amène à parler du quartier Ngafani dans la commune de Selembao. Le quartier est rongé par des érosions. Ces monstres qui avancent sont à la base d'énormes dégâts sur le plan environnemental. Les habitants de ce coin voient leurs habitations disparaître et abandonnées à leur triste sort, d'où leur cri de détresse vers les bonnes volontés pour lutter contre la progression de ces érosions. Reportage de Bénédicte Diba. Les habitants du quartier Ngafani de Selembao, envahis par des érosions à la base de plusieurs dégâts, presque enclavés par ces monstres, le quartier Ngafani inquiète de plus en plus les Quinoises et Quinois qui y vivent. Ils font allusion à leur calvaire la saison de pluie. C'est pendant la saison sèche que nous sommes un peu à l'aise. Mais pendant la saison de pluie, nous ne dormons presque pas. Nous ne faisons que veiller que les autorités nous viennent en aide. Face à la progression des érosions, la population de Selembao utilise leurs propres moyens pour se protéger. Fatigués de lancer à plusieurs reprises les SOS, ces Congolais s'interrogent sur le devoir de l'État et sur leur sort. Les victimes ne jugent que pour les bonnes volontés pour combattre les érosions, pour ne pas voir le quartier disparaître. C'est le manque des collecteurs d'eau qui est à la base de cette érosion. Les eaux de pluie
qui proviennent de l'église kumbanguiste arrivent avec pression. Nous sommes en difficulté. C'est pourquoi nous demandons aux autorités compétentes de nous venir en aide. Espérons que cette fois-ci, à travers notre rédaction, le message tombera entre les très bonnes mains pour les solutions idoines. En santé, une nouvelle cartographie des médicaments et intrants médicaux pour la RDC. Elle a été mise en place après 3 jours de l'atelier organisé par le Fonds de la promotion de la santé. Le ministre de la Santé s'est dit satisfait de ces travaux pour les résultats qui vont permettre à son ministère d'atteindre ses objectifs en comblant l'écart en termes de médicaments et intrants médicaux. Clarisse Koko-Kapalai et Divine Panzou pour les détails. La RDC a désormais une nouvelle cartographie des médicaments et intrants médicaux subventionnés. Ce après 3 jours de l'atelier qu'avait organisé le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale à travers le Fonds de promotion de santé à l'intention des acteurs œuvrant dans le secteur médical, les établissements publics, les directeurs des programmes d'appui au secteur de la santé. Une feuille de route a été mise en place par toutes les parties prenantes pour améliorer la disponibilité des médicaments et évaluer l'écart à combler. Les participants à ces travaux ont élaboré plusieurs thèmes et recommandations qui ont permis in fine d'identifier l'existant, d'évaluer les écarts à combler entre le besoin réel et la partie subventionnée au travers des différents programmes du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, ce qui permettra de rationaliser les dépenses et ainsi d'accroître l'efficacité dans le processus de financement en médicaments et intrants médicaux. Le ministre de la Santé, qui a clôturé ses assises, s'est dit très satisfait des résultats de cet atelier qui, selon lui, va permettre à son ministère d'atteindre ses objectifs. Quand on voit qu'ils ont dégagé une feuille de route, quand on voit qu'ils ont quantifié les médicaments, quand on voit qu'ils ont posé les défis majeurs, que ce soit les défis financiers, que ce soit les défis logistiques, que ce soit les défis de coordination, et moi j'ai dit que les objectifs vont être atteints. Il faut maintenant que tout ce qu'on a dit, on le fasse. Étant une composante majeure de la politique du chef de l'État en santé, ces assises sur les médicaments et intrants étaient d'un niveau très stratégique parce qu'avec ces résultats, il répond aux besoins globaux de la population en termes de subventions et approvisionnement des médicaments de qualité. Et dans les restes de l'actualité, la RDC participe aux Jeux Olympiques de Paris qui ouvrent leurs portes ce vendredi 26 juillet 2024. Des 106 pays du monde présents avec un total de 11 310 athlètes vont se mesurer pour affronter les médailles en faveur de leur nation. Les Jeux Olympiques et Paralympiques vont offrir au monde des Jeux inoubliables au sport et des athlètes. Suzuki Biraoumari. En route pour Paris 2024. Appelés officiellement les Jeux de la 33e Olympiade, les Jeux Olympiques d'été de 2024 ouvrent leurs portes du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris en France. La ville a été officiellement désignée lors de la 131e session du Comité international olympique à Lima, au Pérou, le 13 septembre 2017. À la suite du retrait des villes de Hambourg en 2015, de Rome en 2016 et de Budapest en 2017, le Comité international olympique innove en attribuant simultanément à l'autre candidature restante, Los Angeles, l'organisation des Jeux olympiques de 2028. Après Londres 1908, 1948 et 2012, Paris devient la deuxième ville à célébrer les Jeux Olympiques d'été pour la 3e fois à 100 ans d'écart, 1900, 1924 et 2024, avant que ce ne soit le tour de Los Angeles, 1932, 1984 et 2028. L'événement revient à son cycle olympique traditionnel de 4 ans après les Jeux Olympiques de 2020 de Tokyo, retardés en 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Les Jeux de Paris de 2024 reposent sur une majorité de sites existants. Les seules réalisations nécessaires sont la piscine olympique construite à côté du Stade de France, l'arène couverte de la Porte de la Chapelle, le centre d'escalade de Bourget, ainsi que le village olympique
et les villages des médias. Parmi les pays qui participent aux Jeux olympiques de 2024, on cite l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Angola, le Botswana, le Burkina Faso, le Cameroun, la République démocratique du Congo, la liste étant exhaustive. Les Jeux olympiques se dérouleront partout en France. Des impacts sur les routes sont à prévoir à Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Saint-Étienne, Châteauroux et Tahiti. Pour Paris 2024. Et pour terminer, parlons de la coiffure homme, un métier qui nourrit certains hommes en RDC malgré les difficultés. Faute d'emploi décent, les jeunes Kinois ont développé cette activité en offrant leurs services à différents prix. Leurs réactions ont été recueillies dans ce reportage de Dorcas Signota et Rodrigue Ekefo. D'une vingtaine révolue, Widi, appelé affectueusement Fashion, est un coiffeur qui s'est lancé dans ce petit métier depuis 3 ans. Il partage son expérience dans cette profession qu'il qualifie d'art. Dans ce boulot, tu dois connaître d'abord l'art. Tu fais ce que tu coiffes bien et c'est ce qui attire les clients. La coiffure homme est un business qui prend de plus en plus de l'ampleur chez les jeunes Kinois. Dans un salon de coiffure homme un peu plus luxueux, un adulte se coiffe à 12 000 francs et les enfants à 10 000 francs congolais, explique Kanim Piana, coiffeur. Nous coiffons les adultes à 12 000 francs congolais, retouche à 1 000 francs congolais, jeunes garçons 8 000 et enfants 7 000 francs congolais. J'ai fait 10 ans dans ce métier. On est toujours debout et ça nous fait mal au dos. Khalil Kalala est client. Il appelle les jeunes à se faire coiffer dans des salons de coiffure bien sécurisés pour éviter les infections. Salon na sécurité 1. Quand tu te coiffes dans un salon connu, tu es en sécurité. Ici, ils ont des tondeuses qui ne peuvent jamais me faire des boutons et l'alcool pour désinfecter le matériel. En dépit des difficultés rencontrées par les coiffeurs, ceux-ci se retrouvent dans leur métier, mais ils sollicitent un accompagnement des partenaires et institutions habilitées dans le cadre de la promotion des petites et moyennes entreprises. Ce journal est terminé, place au rappel de principaux titres. Corneille Nangaa et ses collaborateurs sanctionnés par les États-Unis et l'Union européenne. Les leaders de l'Alliance Fleuve Congo et ses alliés sont accusés de perpétuer l'instabilité politique et un conflit meurtrier, entraînant ainsi la crise humanitaire dans l'est de la RDC. L'élection du bureau définitif du Sénat aura lieu le 3 août prochain. Le calendrier de cette dernière a été rendu public au cours de la plénière qui a eu lieu ce vendredi à la Chambre haute du Parlement. Construction du port en eau profonde de Banana, la délégation gouvernementale composée du vice-premier ministre, ministre des Transports et du ministre des Finances a rassuré les agents et cadres de l'ONATRA de l'implication de l'exécutif national ainsi que du chef de l'État pour une bonne survie de cette entreprise étatique. C'était au cours d'une assemblée générale tenue ce vendredi à Kinshasa. Complètement terminé. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis et bon suite de programme sur la télévision du groupe L'Avenir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile.
TGA, mieux qu'une chaîne, un monde.